Ça va les gars? Ça ramène trop de monde les FAQ. Bah je sais que les gens préfèrent le just chatting, je m'en doute. T'as des avis, retour sur les DD en ingé à HEC. Ok les gars, j'en profite aujourd'hui pour vous faire une annonce. J'ai un ami d'HEC qui a fait le double diplôme avec l'ENSAE. Donc l'ENSAE, t'es ingénieur, mais en fait t'es surtout statisticien. Et cet ami-là a accepté que je l'interviewe. Donc il y a ce pote-là qui fait HEC NSAE et je vais interviewer, je pense, courant septembre. J'ai quelques retours, mais à travers la vie de mes potes, qui est très bon dans ce qu'il fait et d'ailleurs qui s'est dirigé vers des métiers en rapport avec la data. Donc data analyst, il y a quoi? Il y a data analyst, data scientist, un métier dans lequel il y a data et si t'as pas fait d'école d'ingé, tu peux pas le faire, quoi. Pour résumer grossièrement. Donc l'interview arrivera, je pense, en septembre. Et on fera ça sur Twitch, sur ma chaîne, en détente. Donc n'hésitez pas, je mettrai ça dans le titre. On interviewe un mec d'école d'ingé. Il a accepté de se faire interviewer par un mec avec un bob à petit cœur multicolore. Alors lui, il activera sa cam, et moi, j'activerai pas la mienne, comme ça, il aura pas l'info. C'est pour changer, hein, comme ça, vous aurez des trucs un peu différents. Tu connais des mecs qui sont partis en supply chain. Pour être honnête avec toi, le cours de supply chain, c'est un des cours les plus complexes, je trouve. Enfin, peut-être que je l'ai pas taffé bien. Je vais vous dire la vérité, les notes... Enfin, les matières à HEC ou dans les écoles en général, c'est pas hyper dur, c'est juste t'investis du temps, t'as des bonnes notes. Donc j'ai pas investi le temps qu'il fallait. Je trouve que c'est un peu dur de dire il y a des mecs qui font que de la supply chain, parce que c'est un peu un truc d'ingénieur, c'est de la logistique, c'est ces choses-là. Mais en tout cas, perso, en conseil, j'ai eu une mission liée à la supply chain. Tu sais, ils avaient des galères de stock, c'était entre plein de pays différents, et donc ça c'était compliqué. Et nous, fallait qu'on s'occupe d'optimiser ces stocks-là. Des notions apprises en supply chain. Et Ribro me dit, t'as fait quelle école de co? J'ai fait HEC. J'ai pas fini, je passe en Master 2 là. Tu fais quoi comme master? Je fais le master digital et innovation, Ribro. Polytechniques qui sont fiables en informatique. Alors si tu veux mon avis, je suis pas recruteur, je suis pas fort en informatique, mais si tu veux mon avis, les polytechniciens c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Après tu peux me dire que socialement il y en a c'est des sacrés autistes, oui, mais quand même les polytechniciens c'est ce que la France a de mieux à offrir, en termes de compétences. Je veux dire les types ils finissent là où ils veulent, leurs pantoufles elles sont rachetées par les entreprises dans le privé. Les polytechniciens en gros ils ont un prêt pour... Enfin ils sont payés, les polytechniciens sont payés pour aller à l'école. Et ça s'appelle la pantoufle. Et à la fin de leurs études, ils sont obligés de rembourser la pantoufle. Ils doivent à l'État quelques années de travail. Donc ils peuvent faire prof, ils peuvent faire un truc dans le public. Mais ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont dans le privé et l'entreprise privée rembourse la pantoufle. Donc elle rachète la dette du polytechnicien. On rigole parce que j'ai eu HEC, mais il faut se dire que quand même Polytechnique c'est 10 fois plus sélectif qu'HEC. Donc j'ai limite pas de mérite quand je regarde un polytechnicien. Il y a une diff entre un parcours en alternance et en initial en école de co. Non, Ribro, ça dépend. HEC ne fait pas d'alternance. À HEC, il n'y a que ton Master 2 que tu peux faire en alternance, mais dans toutes les autres écoles, je crois que l'alternance est disponible, et non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, et je vais même te dire, fonce en alternance. Comme ça, tu chopes directement des compétences vraiment liées à ton travail, comme ça, t'es exposé directement au monde de l'entreprise, et tu peux même ressortir avec un CDI en avance. C'est un peu l'intérêt du stage aussi, mais l'alternance, c'est quand même 2 ans, je crois. Donc t'es vraiment exposé, t'as vraiment du travail, t'es intégré à la vie de l'entreprise, tu gagnes ton argent, et en plus, ils payent ton école. T'es le roi du monde. On peut faire un DD à X ou HEC? Ouais, non, tu peux faire. En gros, j'ai un pote qui a fait ça. En fait, il y a deux choses. Il y a soit le vrai double diplôme avec Polytechnique, et là, t'as le même diplôme que les types qui ont fait prépa. Et ça, en fait, il faut rattraper la chimie et la physique. Plus difficile que la norme, mais par rapport à un mec qui s'est buté en école d'ingé, enfin en prépa ingé, et qui passe les concours, t'es avantagé parce que t'es HEC. Et sinon, tu peux faire un Master 2, donc t'as pas un Master grande école comme les mecs qui ont fait prépa, mais t'as ton double diplôme, ton Master 2, tu l'as avec Polytechnique. Donc tu peux faire de la data avec l'X, tu peux faire entrepreneur avec l'X, c'est un truc très très pris, c'est HEC X entrepreneur, donc HEC Polytechnique entrepreneur. Donc ça, tu peux le faire. Et sinon, en fait, quand tu te prépares aux écoles d'ingé, tu peux... C'est pas que l'X, donc tu peux avoir les mines, tu peux avoir Centrale, tu peux avoir les ponts, donc tu dois rattraper la physique-chimie, donc ça c'est chaud. Il y a la data, il y a data avec XHEC, ouais. La prépa où je rentre, ça envoie 5 par classe de 30 à l'X. C'est énorme. Rappelons que ce type est IMO, c'est-à-dire qu'il a une grosse prépa et en plus il est IMO, comme quoi, quand Gibbs dit que les mecs qui sont IMO sont plus intelligents, il a bien raison. Il y a finance de marché dans les DD à HEC, genre X mine. Non, il y a finance en général. J'ai raté mon année de première, mais cette année, je compte me la donner. C'est toujours possible d'aller en ECG. Il n'y a pas de pseudo, donc c'est un smiley. Oui. En fait, ce qui va pas être possible, c'est de choper les grosses prépas. Mais comme je l'ai dit, et je le redis, et les mecs qui veulent en découdre, venez en découdre si vous voulez, c'est
juste que tu devras fournir beaucoup plus d'efforts pour arriver au même résultat. Donc tu arriveras dans une prépa moins grosse, une prépa qui a moins de stats, mais tu peux le faire. C'est toi et ta copie. Il faut juste que tu te butes, quoi. Il faut que ta terminale, tu la joues bien, tu rattrapes tout ton retard, et surtout en maths. Bourrine les maths. Je le dis à chaque fois. Il faut vraiment que tu sois fort en maths. Un peu de langue. T'arrives en prépa, même si c'est pas une prépa top 10, même si c'est pas une prépa top 20, tu peux faire la suite, comme dans les tuches. Tu vas vraiment t'en sortir et tu peux choper une école top 5 easy. Enfin, easy. Top 5, il est atteignable, les gars. Top 5, alors là, top 7. Top 7, il est vraiment atteignable. Il y a des prépas ECT, HEC. Ouais, il y a des prépas ECT, HEC. Mais le problème des prépas ECT, je crois qu'il y a genre 10 places à HEC, si je dis pas de conneries, ou peut-être un peu moins, sur 400. Enfin, il y a 10 places. Il n'y a pas de quota, je crois, mais juste, en stats, il y a 10 personnes qui sont prises, et en fait, il y a 8 Marocains qui font ECS, mais qui passent les concours en ECT depuis le Maroc. Donc eux, ils vous chourent beaucoup de places. Mais du coup, il n'y a que 2 types. Et je connais le type qui vient de France. Ouais, c'est vrai qu'il y avait les boucles d'Afrique du Nord qui passent à l'X. Non, Afrique du Nord, non. Moi, je suis algérien. Afrique du Nord, il n'y a pas d'Algériens. C'est les Marocains, parce que les Marocains, ils ont un système de prépa hyper développé. Comment ça se fait qu'il y ait 8 Marocains ? Bah, c'est une stratégie, hein. Il y a des prépas marocaines qui sont cotées. Mais en ECS, en gros, il y a beaucoup de Marocains qui ont des difficultés en français. Et du coup, tu peux pas passer forcément géopo, philo, c'est hyper dur. Donc ils se mettent en ECT où ils ont management et ces choses-là, et ils chopent les 8 places à HEC. Du coup, il y a des DD finance à HEC, à X mine. Finance HEC, il y a 2, si je dis pas de conneries, en diplôme, parce que tu fais ton master grande école et ensuite tu choisis ton master 2. Et en master 2, tu en as un hyper coté, et en fait, quand tu es étudiant dans d'école, et que tu viens d'une prépa française, comme tu as décompressé en arrivant à HEC, il y a peu de chances que tu l'aies. À part si tu tryhard. Parce que c'est vraiment limite réservé aux internationaux. C'est vraiment des mecs qui viennent pour charbonner. Et il y a le deuxième qui est, je crois, MEF, je dis n'importe quoi, c'est genre finance compta. Et lui, il est plus accessible. Et pour le coup, tu apprends beaucoup de trucs techniques. Mais il n'y a pas vraiment de master finance de marché. Et globalement, je vous l'ai peut-être déjà dit, je crois que je vous l'ai dit, tendanciellement, la finance de marché est beaucoup moins attractive pour les étudiants à HEC. En ce moment, la méta, c'est conseil. M&A, ça reste un peu et ça baisse par rapport au conseil qui monte. Et il y a start-up aussi, et il y a entrepreneuriat. Enfin, il y a des vagues comme ça. Vraiment, l'élite marocaine qui est dans ces prépas-là, non. Je saurais pas te dire. Parce que la vraie élite marocaine, elle vient en France. Elle est à IPSUP et ces choses-là. Mais donc, je sais pas. Peut-être c'est un entre-deux. C'est une classe peut-être éduquée, genre fils de prof, qui a pas trop de sous, mais ça va. Et puis, il y a des bourses aussi au Maroc, je crois. De marché, c'est pas plus pour ESSEC et EDEC. Bah, historiquement, l'EDEC, c'est connu pour la finance. Mais la finance de marché, en général, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont recrutés maintenant. Beaucoup plus. C'est des profils de gros matheux. Et Jocaris, il vous le dira, je pense. J'ai dit passer sur ses lives, demandez-lui, mais il vous le dira. Mais c'est hyper... c'est beaucoup un truc de matheux, quoi. Nous, on a des profils assez hybrides. Ce qui fait qu'on est bon partout, mais pas excellent partout. Enfin, pas excellent dans certains trucs. Donc ça fait que t'es plus sur des trucs polyvalents, du conseil, un truc où il faut aussi présenter les choses. Il n'y a pas que le fond, il y a aussi la forme. C'est comme ça que ça se passe. Quelle école pour de l'informatique en cybersécurité ? C'est beaucoup de mots-clés, je saurais pas te dire. Moi, je connais vraiment le système préparationnaire et du coup, quand tu me dis quelle école, je te dis la meilleure. C'est vraiment un truc de chien, mais en mode tu fais ta prépa et ensuite tu te poses pas trop de questions. C'est peu de personnes qui refusent une école mieux classée pour une école plus petite. Donc non, je m'y connais pas trop en informatique et en cybersécurité. Et je m'y connais encore moins sur celles qui sont en post-bac. Je connais l'école 42 de nom, je sais pas ce que ça vaut. Mais voilà. En tout cas, quand tu sens que c'est trop accessible et que si tu payes, tu rentres, n'y va pas. C'est ce que j'ai envie de te dire. Il faut qu'il y ait un truc de sélection, des entretiens assez poussés. Si c'est juste argent, rentrée, oublie. Pour la finance, comment ça RT pour la finance ? Si tu fais une phrase, j'aurai plus de chances d'y répondre, je pense. Et en vrai, les trucs où tu payes ton diplôme, dans tous les cas, t'arrives à avoir des bons tafs ? Non. Dans tous les cas, ouais, mais ça dépend pas de ton diplôme. Tu les aurais eu même en allant à la fac, en payant rien du tout. C'est ça mon truc. C'est que dans tous les cas, oui, si tu veux un bon taf et que tu te l'abuses en autodidacte, tu l'as. Mais le truc, c'est que ces choses-là, tu payes hyper cher, on te promet monts et merveilles, et en fait, tu sors avec un salaire qui rembourse rien, qui est minable. C'est pareil pour les bachelors. Tu aurais des sites ou des livres pour des exos de maths, info et physique. Bah, je te dirais de te rapprocher des gens qui font la même chose que toi. Si ça se trouve, je te donne mon livre de CS, et pour toi, c'est pas assez haut niveau parce que t'es en truc de maths. Comment ça marche la sélection pour le Master Finance d'HEC ? Genre, c'est par rapport à tes notes ou un concours ? Non, c'est pas par rapport au concours. En gros, le concours de prépa, une fois que t'es rentré, la place d'entrée HEC te sert pour pas grand-chose. Elle te sert à rien, en fait. Dès que t'es rentré à HEC, automatiquement, t'as
c'est un système américain. Donc, tu as des notes A, B, C, D, E, F. Donc, dès que tu intègres HEC, tu as 2 ans de diplôme avec un A qui correspond à ta prépa parce que tu as eu la meilleure école possible. Donc, directement, tu as full A. Ensuite, pour chaque module, chaque matière, tu vas être noté, tu as des partiels. Donc, A, B, C, D, E, F. Si tu as F, tu as un rattrapage. J'ai déjà eu un rattrapage sur le dernier partiel, terrible. Donc, F, tu as un rattrapage. Et ensuite, ça te permet d'avoir un relevé de notes. Et ce relevé de notes, c'est lui qui va te permettre de postuler à un master accompagné d'une lettre de motivation. Et les masters, c'est quoi, 40, 50 personnes, un truc comme ça. Du coup, c'est sélectif. Et surtout, c'est sélectif quand tu es en concurrence avec les internationaux, qui eux sont pas là pour blaguer, ils collectionnent les A depuis qu'ils sont en L3. Enfin, depuis qu'ils sont... Non, ils collectionnent les A depuis qu'ils sont dans le système supérieur. Et il faut en plus, on parle d'HEC, HEC, il faut y arriver, les gars. On rigole, moi, je pensais pas l'avoir. Hein. Et ouais, non, en gros, tu fais ton année L3, ton année de M1, ton année de césure, et ensuite en 4e année, c'est ta dernière année, t'as ton double diplôme. Mais attention, il y a des doubles diplômes qui sont en 2 ans, du coup ça rallonge un peu l'histoire. Et je crois que celui-là en fait partie. Je suis pas sûr, mais je crois que Data, c'est comme ça. Tu payes les années d'études HEC. Oui, toutes les écoles de commerce sont payantes, et je vais même te dire encore plus, avec l'inflation et tout ce qui s'est passé récemment, ça a augmenté. Donc je me tire avant l'augmentation des prix, ça c'est cool. Donc maintenant, c'est 50 000 € tout ton cursus de 4 ans dans une école de commerce. 50 000 balles. Sauf si t'es boursier. Et si t'es boursier, t'as des fondations, des choses comme ça. Et c'est moins cher pour les boursiers. Tu sais tout. Donc après, après tu payes. Mais dès que t'arrives, tout le monde te fait des prêts. Enfin, t'as un prêt un prêt à taux zéro, remboursable... Enfin, à taux zéro. On en parlera de ces prêts à taux zéro. En fait, tu rembourses quand même un pourcentage parce que tu payes ça sur les intérêts pendant ton différé. Mais... globalement, tu as un prêt avantageux qui est étalable hyper loin et tu peux payer tranquillement tes études sans te buter. Ça vaut le coup en grande école. Comment ça vaut le coup en grande école? Comment ça vaut le coup en mode de payer une école de commerce en grande école? Ouais, très largement. C'est chaud de rentrer à HEC, me dit BDD BVVS. Alors, c'est moins chaud que rentrer à l'X, mais oui, c'est chaud. Il y a 8000 candidats et il y a 400 places. À toi de faire le calcul. Donc ouais, c'est chaud. Enfin, il y a 8000 candidats, 800 admissibles qui passent les euros et ensuite 400 places post-euros. Donc ouais, c'est bien filtré. En gros, le DD, ça remplace le master qu'on aurait fait dans l'école. Non, ça remplace pas. En gros, les études supérieures en général se font de cette manière. Tu as une licence en 3 ans. C'est-à-dire que tu as une licence, c'est un diplôme. Ensuite, tu as ton master 1 qui ensuite débouche sur un master 2. Donc en fait, ça remplace rien du tout. Moi, là, je suis en master 1, j'ai un master 1 grande école HEC. Mais l'année prochaine, je fais mon master 2. Et là, j'ai plusieurs branches et j'ai choisi la mienne. Ça remplace rien du tout. T'as tout qui s'additionne si tu préfères. Est-ce que le niveau de la prépa influence l'école que tu peux avoir? Je suis pas sûr qu'il faille le prendre dans ce sens-là. Parce qu'en fait, tendanciellement, les mecs qui intègrent de grandes prépas, c'est des mecs qui étaient bons au lycée. Et donc, c'est eux qui font les stats de la prépa. Donc oui, t'as un bon encadrement et tout, mais globalement, quand tu prends une top 10 prépa, t'as forcément des bons profs. T'as des profs agrégés, t'as des profs dont le programme a fait ses preuves. Donc oui, ça influence, mais je sais pas si c'est les bons élèves qui font la prépa ou la prépa qui fait les bons élèves, et j'aurais tendance à dire que c'est les bons élèves qui font la bonne prépa. Et donc je te dis, c'est toi et ta copie, d'où les exceptions. C'est pour ça que à HEC, je sais pas, il y a plein de gens qui intègrent seuls de leur prépa. C'est une prépa éclatée, mais eux, ils se sont donné les moyens de réussir. J'ai des anecdotes, hein. Les euros d'HEC, c'est le truc, c'est peut-être le truc le plus stressant de ma vie. T'imagines, parce que t'as fait que la moitié du chemin, et c'est déjà une grosse moitié. T'as fait 2 ans de prépa, t'as réussi tes écrits, et t'arrives, et en fait, tout se rejoue. Tu rejoues tout. Et là, t'es en costume, il fait 40 degrés, Julien Josas, c'est la campagne, c'est une cuvette, tu sues de fou, et t'es là, tu dois t'enchaîner maths, triptyque, géopolitique, anglais, espagnol, philosophie. Bonne chance. En plus, bien sûr, il y a les étudiants d'HEC qui t'accueillent, donc eux, ils sont tranquilles. Pour l'avoir vécu, je sais ce que c'est maintenant. Ils tapent des foot, ils te proposent de faire la fête avec eux. Donc voilà, tu vois, en fait, c'est comme si, de loin, tu voyais la fenêtre d'un endroit où tu voulais absolument aller, et qu'à tout moment, on pouvait fermer les volets et tu rentres pas. C'est ça qui est terrible. Le triptyque, c'est dur, non? Bah, c'est pas le plus dur. Je crois que j'ai eu 13 au triptyque. T'aurais cubé si t'avais pas eu les euros d'HEC. Bah, ça dépend. Si j'avais eu les secs, moi j'étais admissible partout. Donc si j'avais eu les secs, non, j'aurais jamais cubé, ça va pas. Moi, je me disais, si j'ai pas le top 3, je me pose des questions. Le triptyque, en gros, c'est... Le triptyque à HEC, c'est une façon de te former à la rhétorique et au débat. Vous êtes 4 personnes.
Il y a toi, 3 autres personnes que tu ne connais pas. Et en fait, tu vas piocher un sujet. Tu vas peut-être piocher même... Non, tu pioches un seul sujet. Tu pioches un seul sujet. J'avais eu un truc du genre, est-ce que la musique classique, c'est fait pour les riches? Globalement, j'ai plus l'intitulé exact, mais c'était ça le truc. Et en fait, tu vas passer successivement. D'abord, tu vas défendre ton truc. Donc tu vas dire, tu vas prendre oui ou non, et la personne en face devra te répondre. Ensuite, tu devras être le répondant. D'abord, tu es le défendant. Ensuite, tu es le répondant. Donc, il y a quelqu'un qui pioche un sujet. Tu l'entends débiter sa théorie, et toi, tu vas lui opposer des choses. Je crois que j'ai eu à répondre à un truc genre... faut-il construire des murs ou des frontières? Un truc un peu bizarre. Non, faut-il construire des ponts ou des frontières? Un truc comme ça. Et troisième, t'es observateur. Et là, en fait, vous êtes deux observateurs par débat. Et les deux observateurs, ils se la ferment. Et ils prennent des notes sur le débat qu'ils regardent. Et à la fin, ils débriefent avec le jury. Et le jury va te dire, ah, toi, l'observateur 1, qu'est-ce que t'as pensé de lui? Il a pas trop été agressif, non? Et toi, tu dois répondre à ces trucs-là. Ils peuvent te dire, le convaincant, tu l'as trouvé comment? Si c'était un animal, ça serait quoi? Des conneries comme ça. Selon toi, l'entrée est plus dure à l'heure actuelle qu'il y a 20-30 ans? Parce que des fois, quand on voit les anciens élèves, notamment en politique, j'ai des doutes qu'ils soient passés par la prépa. HEC. C'est-à-dire, tu veux dire, est-ce que c'est plus dur d'intégrer HEC aujourd'hui? Plus dur... Je sais pas. Je sais pas, parce que avant il y avait moins de préparationnaires. Avant, le seuil il était à 10 ou 11 de moyenne. Aujourd'hui, le seuil il est à 14. Mais bon, on a aussi peut-être rehaussé les notes. Je sais pas, il faudrait voir. Aucune idée. Après, je suis pas spécialement team c'était plus dur avant ou c'est mieux aujourd'hui. Je t'avoue, pour moi... De toute façon, t'es né dans ta génération, donc tu te la butes dans ta génération et c'est tout, hein. Faut arrêter de se comparer, genre c'est ton tour, t'as ta carte à jouer, t'y vas. C'est quoi le conseil, me dit Spider-Snake 94, le conseil que tu donnerais juste avant la rentrée en première année de prépa? Alors déjà, juste avant la rentrée le 23 août ou juste avant la rentrée le 15 juin? C'est pas pareil. Si là t'es en train de me dire, je prends dans une semaine, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil? J'en ai. J'en ai moins que si c'était le 15 juin, mais j'en ai. Donc déjà, faut préciser ce truc-là. Et ensuite, ouais, ce que je disais en tout cas initialement pour les mecs qui entament leurs vacances d'été et qui doivent bourriner pour arriver en prépa, et qui ont un peu peur de la fameuse liste de livres où on te dit, vas-y, tu vas lire Les Misérables, tu vas lire, et à la fin, t'as 6000 pages à lire. Moi, le conseil que je donnais, c'est faites le tri. Lisez un livre sur votre temps libre si vous voulez, pour vous donner bonne conscience, mais c'est pas ça le gros du travail. Le gros du travail, c'est rattraper votre retard en maths. Je le dirai jamais assez. En gros, tu prends ton livre de terminale, tu vois chaque chapitre, et tu fais dans l'ordre. Tu lis le cours, et ensuite tu fais les premiers petits exercices un peu de merde, ensuite un peu de moyen, et ensuite les gros. Et tu fais ça dans l'ordre. Et t'arrives en prépa, et t'es carré sur tout le programme de maths. Et on s'en fout, si t'arrives pas trop à rattraper ton retard, tu prends le livre de l'année d'avant. Il faut vraiment que t'arrives sans avoir raté le coche, parce que sinon c'est trop dur. C'est vraiment trop dur. Donc ouais, 23 août, bah fais-toi un marathon de maths. Marathon de maths et je te dirais, commence dès maintenant à regarder tout en anglais sous-titré anglais ou en espagnol sous-titré espagnol. C'est comme ça que tu vas t'améliorer et c'est comme ça que tu vas partir sur de bonnes bases. Pareil, il faut que tu sois organisé. Il faut que tu sois genre... niveau rangement, que tu sois bon, tu sais, les copier, t'as un truc qui sépare les matières, toutes ces choses-là, prends des cahiers à fond, arrêtez avec vos classeurs, vous allez tout perdre, ça sert à rien, prends des bonnes habitudes dès le début. En anglais-espagnol, dès que t'apprends un nouveau vocabulaire, tu le notes sur ton Provoc ou Anki, qui sont des applications, genre je ferai un TikTok d'ailleurs là-dessus, ou sur ton carnet, si t'es un mec à l'ancienne, ton carnet de mots, pour choper du vocabulaire le plus vite possible. C'est hyper important. Donc c'est ça, le conseil que je te donnerai. Dis-moi, j'ai une question, j'ai parlé avec quelqu'un qui maintenait que la prépa et l'école de commerce c'était vraiment quitte ou double à cause du prix et que ça valait pas le coup. Alors, ça ne va... Moi je vous dis, les bachelors, c'est très cher pour ce que c'est. Mais si vous faites une école en grande école, que vous faites le top 10, le top 15, c'est rentable. Les gars, vous vous rendez pas compte, on paye 50 000 € pour 4 ans. Aux États-Unis, c'est 60 000 €, 70 000 € l'année. Faut se rendre compte du truc. Le salaire en sortie, je vais le faire devant vous. Allez, là je prends HEC parce que c'est facile, mais salaire sorti HEC, on le tape. C'est 45 000 à HEC. 45 000. On va faire un petit calcul rapide, 45 000. En un an, t'as rentabilisé 4 ans d'études. En un an. Sachant que l'année d'après, t'es plus à 45 000, t'es à 55. Ou à 53. Tu vois ce que je veux dire? Donc en un an, c'est fini, genre. Faut arrêter de croire que 50 000 €, c'est cher payé pour ce que c'est. Ces écoles-là, elles vous permettent de trouver du taf à vie.
Mais oui, un bachelor qui te vend 50 000 et en fait, t'es payé 2000 balles en sortie, là, c'est compliqué. Là, on discute et là, on débat. Ceux qui vont chase des élèves qui sont déçus par Parcoursup. Je pense que c'est pour ça qu'il dit quitte ou double. Parce qu'en gros, ça marche pour lui que si t'as une très bonne école. Non, non, pas très bonne. Les gars, arrêtez. Genre, il y a des certifications de fou. Les écoles françaises, jusqu'au top 15, il y a des certifications de malades. Donc oui, quand tu t'es buté pendant 2 ans en prépa et que t'arrives à Néoma, t'as le seum. Mais en fait, t'es très bien quand même. Tu vas trouver du travail, tu connaîtras pas le chômage normalement. Tu vois, ce qui est le plus dur, c'est vraiment le premier stage. Mais non, non, je suis pas d'accord. C'est pour ça que y a des gens qui sont en mode top 1 ou rien, top 3 ou rien. C'est juste que t'es matrixé par ta prépa. Comme ça, tu m'as pas connu. Les gars, vous savez, je stream depuis novembre de l'année dernière. J'ai fait pas mal de pauses. Enfin, je suis allé 1 mois au Japon. Avec les vlogs que je dois monter, j'ai jamais monté mes vlogs du Japon. Putain, alors que c'est énorme. Hein. Mais t'as capté que c'était pas trop mon contenu. Genre un petit vlog de Kyoto qui s'en bat les couilles. Vous pouvez vous lever la main dans le chat, mais tout le monde s'en bat les couilles. J'ai envie un peu pour moi d'avoir un truc bien monté. Parce que c'était le meilleur voyage de ma vie pour l'instant, donc j'étais en mode vas-y, j'ai un truc bien monté sur mon feed et je suis très content d'avoir chaque ville et tout. Mais vas-y, trop chiant, il faut que je le fasse, mais j'ai pas le temps là. TDZ, pourquoi t'as pas été en médecine? Oh la question de fou, de Zaza. Chez les Algériens, il y a 3 professions. Tu peux être avocat, ingénieur ou médecin. Tout le reste, tu parles pas de ça à tes parents normalement. Les miens ont été tolérants. Donc j'ai fait une prépa différente. Et en gros, non, j'ai horreur du sang, j'ai horreur de la chirurgie, j'ai horreur de voir des gens pas bien, de voir les teints qui blêmissent, je déteste ça. Donc j'aurais pas été à l'aise. Mais ouais, il y a plein de membres de ma famille qui sont médecins. Je connais plein de gens dans ma famille qui sont médecins parce que voilà, c'est vraiment un truc d'Algérien quand même. Et les Algériens sont plus universitaires généralement qu'école. À HEC, je connais pas trop d'Algériens, j'en ai une qui me vient en tête, mais sinon... Pas grand monde. Il y a vraiment beaucoup de Marocains. Bonsoir. Est-ce que HEC, c'est la seule école qui est pratiquement gratuite pour les boursiers? Comment t'apprends à coder après une CPGE ECG? Ce qui est bien avec HEC, c'est que, comme historiquement on dit prépa HEC, c'est un peu les leaders de toutes ces choses-là, de l'école de commerce, de tout ce qui se fait en post-prépa commercial, donc c'est un peu les leaders. Donc en gros, HEC, t'as la fondation HEC. La fondation HEC, elle finance le parcours de certains étudiants. Donc elle finance énormément de parcours. Et parfois, il y a des gens qui sont pas boursiers Crous, parce que typiquement, leurs parents sont propriétaires ou ces choses-là, mais qui sont boursiers Fondation HEC. Ils font en sorte de ratisser large et de permettre à des gens de payer leurs études. Et en fait, la Fondation HEC, c'est simple, c'est des dons d'anciens HEC qui sont solidaires et qui lâchent des gros chèques pour pouvoir financer la formation d'élèves. Et donc, eux, c'est des mecs géniaux. Ils se butent pour que tu t'en sortes et c'est génial. Et aussi, HEC travaille en amont de la prépa. Donc, HEC va choper des lycées de jupe et ils vont essayer de montrer les voies possibles, donc leur dire voilà, vous pouvez faire prépa, vous pouvez intégrer telle école, même pas forcément les ratisser vers eux, hein, mais genre vraiment juste faire de l'éducation. Et en fait, quand t'es HEC, tu peux t'engager dans des assos. J'ai fait par exemple Fleur de Bitume, c'est une association où en gros, pendant tout le long de l'année, tu suis des mecs qui sont dans des prépas un peu chaudes et t'essayes de leur donner des conseils, de leur apprendre, de leur donner des méthodes de travail, donc tu les appelles genre une fois par semaine. Vous faites un call et puis vous bossez ensemble, vous discutez et puis c'est génial. Donc HEC, ils mettent vraiment la barre hyper haute sur ces sujets-là. Tout ce qui est sujets sociaux à HEC, c'est vraiment un truc qui est pris à cœur et ça c'est génial de dire qu'il y a autant de gens qui bossent là-dessus. Comment t'apprends à coder après une CPGE ECG? Alors, déjà, ce qui est génial, c'est que en ECG, ils ont intégré du Python. Donc là, déjà, t'as un premier pied dans le Python. Je sais pas à quel point c'est poussé, je sais pas trop si c'est en maths appliquée, si c'est bien, si c'est en maths approfondie, si c'est bien, je sais pas. Mais en tout cas, t'as ce premier truc, et ensuite, quand t'intègres ton école, perso HEC, j'ai fait tous les... Il y a des cours qui s'appellent des électifs, et ces cours-là, c'est des cours que tu choisis. Et j'ai fait tous les cours liés au codage. Donc j'ai fait HTML, CSS, j'ai fait Python, j'ai fait UX Design. Et là, mon Master 2, il est pas mal axé là-dessus, mais je sais pas coder encore. Tu peux aussi, avec HEC, avoir accès à Coursera, qui est une plateforme de cours en ligne. Et donc, tu peux choisir les cours que tu veux. Donc, en autodidacte, t'as pas mal de ressources, et t'as plus qu'à. Donc, l'année prochaine, je vais essayer de me foutre des plages horaires de 2 heures, tu sais, genre... chaque 2 jours, je fais 2 heures, et je vais essayer d'apprendre à coder, tout simplement. Les amis, j'étais claqué au collège et lycée, j'avais blanc au avertissement, comportement, jusqu'à la première. En prépa, j'ai charbonné, ça a bien marché, n'hésitez pas si vous êtes motivé, tout se rattrape. Et bah oui, Mathieu ce 57 HF était avec moi en prépa, et il a intégré la même école que moi. Donc on s'est pas mal suivi. Donc n'hésitez pas. Et c'est pas un mec qui venait d'un lycée de mecs qui réussissent. Il y a des gens de son lycée qui ont fini en prison, si vous voulez tout savoir. Je sais, c'est pas ouf si tu veux faire de la finance. Mais en fait, Olivier, la finance, c'est pas trader.
Ça, c'est une branche de la finance de marché. T'as la finance d'entreprise, t'as la finance de marché, t'as du M&A, t'as plein de choses. T'as plein de choses. Donc non, faut pas croire que la finance c'est le trading. On n'est pas dans le loup de Wall Street ici. Ça a vachement changé les gars, c'est de l'algo en fait le trading maintenant, c'est beaucoup d'algo. Question bête me dit Moha. Tu avais combien de moyenne au lycée? Il y a pas de question bête, il y a que des gens bêtes. J'avais entre 14 et 16. Pour toi, c'est quoi les meilleurs métiers du moment en finance? Les meilleurs, c'est quoi meilleur? C'est quoi meilleur pour toi? Est-ce que c'est en termes d'équilibre vie pro, vie perso? Est-ce que c'est en termes de salaire? Est-ce que c'est en termes d'intérêt, en mode tu fais plein de choses différentes? Mais il n'y a pas de meilleur. Selon toi, entre les maths et physique, qu'est-ce qui est le plus chaud? Bah... Moi, j'aimais bien la physique, mais je préfère les maths. Pas le plus chaud. Les deux, à haut niveau, la physique, c'est hyper dur, et à haut niveau, les maths, c'est hyper dur. Et puis, de toute façon, sans maths, tu fais pas beaucoup de physique. Sans physique, tu peux faire des maths. Du coup, j'ai une préférence naturelle pour les maths, donc je te dirais les maths. C'est tellement beau comme matière. En maths, tu étais bon. Ouais, au bac, j'ai eu 19 en spé maths. En maths, c'était mon truc, les maths. T'as pensé à faire une chaîne YouTube pour parler de tes expériences, me dit Josten. J'ai une chaîne YouTube. Pour l'instant, il n'y a que 2 let's play et ma tier list au minéral. Je sais pas, est-ce que ça vous intéresse, genre si vous ratez un live comme ça, que je mette 25 minutes en vidéo sur YouTube? STP fais-le. Ok, Josten. Ok, comme ça, tu pourras rattraper. Vous pouvez venir sur Twitch, vous abonner, vous follower la chaîne, et puis vous aurez les rediffs quand vous ratez un live.